Salut Internet. Aujourd'hui, vidéo qui va parler, vous l'avez vu dans le titre, de 7 personnes méconnues mais qui ont joué un rôle important pour notre pays. Et pour ça, nous avons le sponsor le plus adéquat car institution française un peu trop méconnue à mon goût, la Caisse des dépôts. À travers de certains de ces personnages, j'essaierai de vous présenter cette vieille institution française qui agit au quotidien dans énormément de domaines. Allez, remontons un petit peu dans le temps. On rentre immédiatement dans le vif du sujet avec Louis-Emmanuel Corvetto, alias LEC. Bon, j'avoue, c'est peut-être moi qui viens d'inventer cet alias pour la vidéo. Comme personne méconnue qui a impacté la France, il est parfait. Monsieur LEC a été au service d'un mec un poil plus connu quand même, Napoléon Bonaparte. On fait un rapide récap, 1799, Napoléon fait un coup d'état, 1804, il se sacre lui-même empereur. LEC, lui, arrive à son service en 1805. Il est d'abord au Conseil d'État de Bonaparte et participe à la rédaction du Code de commerce de 1807, l'ancêtre du Code de commerce moderne. Mais c'est pas pour ça que Louis-Emmanuel est dans ce top 7. Napoléon abdique et arrive Louis XVIII qui demande à Corvetto d'être ministre des Finances. Et boy, ce qu'il y avait du boulot. Avec toutes les guerres napoléoniennes et les paiements aux autres belligérants des conflits, c'était un énorme bordel. Alors qu'est-ce qu'il a fait notre petit LEC ? Eh ben il s'est basé sur un truc qu'avait lancé Napoléon, la caisse d'amortissement, un truc pour aider à gérer la dette publique. Il l'a remanié à sa sauce et il crée la caisse des dépôts et consignations. Et vous savez ce qui est fou pour cette époque ? C'est qu'il fasse en sorte que la caisse ne dépende pas des changements de gouvernement. Elle n'est pas là pour servir le pouvoir, mais pour servir la France. Et elle en a fait des choses cette caisse des dépôts, tu vas le découvrir au fil de la vidéo. Très bonne initiative, monsieur Corvetto. Direction Mayotte maintenant, département français d'outre-mer, pour parler de Zénam Déré. Dans les années qui suivent l'indépendance de Madagascar de la France, une autre colonie française se dit que, bon, quand même, moi aussi je kifferais bien. Cette colonie, c'est les Comores. Et ils veulent cette indépendance pour l'ensemble de l'archipel, hein, attention. Ça inclut des îles comme Grande Comore, Moélie, Anjouan, mais aussi Mayotte. Et c'est là que Zénam Déré va changer le cours de l'histoire. Elle et de nombreuses femmes mahoraises, c'est le terme pour les habitants de Mayotte, n'étaient pas franchement d'accord avec l'administration comorienne. Les Mahorais sentaient qu'il y aurait du favoritisme pour les plus grandes îles et ne voulaient donc pas que Mayotte devienne simplement une île des Comores et de ce fait laissée un petit peu pour compte. Non, tous ces militants veulent rester dans la République française et devenir à terme un département français à part entière. Et c'est là que commence le combat des chatouilleuses dont Zéna était chef de file. Ok, je suis d'accord, ça fait pas ultra badass comme ça, chatouilleuse, mais c'est super bien trouvé. Ça vient du fait que dès que des dirigeants ou des militants en faveur de l'indépendance venaient sur Mayotte, elle leur tombait dessus et les chatouillait jusqu'à ce qu'ils roulent par terre ou qu'ils acceptent de repartir. Il arrivait aussi qu'elles jettent des pierres sur les toits en tôle de leurs opposants toute la nuit pour les empêcher de dormir. Enfin bref, elles étaient déterminées à ne rien lâcher. Le 22 décembre 1974, la France organise un référendum sur chacune des îles pour l'indépendance. Toutes voteront pour, sauf Mayotte, qui devient alors une collectivité d'outre-mer avant de devenir le département de Mayotte en 2011. Et tout ça, c'est arrivé notamment grâce à Zénam Déré, grande figure nationale trop peu connue. Oui, je sais, Jules Ferry est quand même assez connu, mais dans le titre, le terme est méconnu, pas inconnu. En plus, tout le monde ne sait pas exactement tout ce qu'a fait Jules Ferry. Déjà, est-ce que Jules Ferry a déjà pris un ferry au cours de sa vie ? Ça, j'en sais rien. Ce que je sais par contre, c'est qu'il est aujourd'hui considéré comme un des fondateurs de notre identité républicaine, ce qui n'est pas rien, on est d'accord. Mais pourquoi, vous allez me demander ? Clairement pas pour ses opinions et idées pro-expansion coloniale, ça on est bien d'accord. Par contre, une idée, il en a eu une autre, une vraiment très chouette. Rendre l'école obligatoire et gratuite. On est le 16 juin 1881. On peut alors savourer de délicieuses tripes à la mode de Caen, au 117 rue du Temple. Un terrible incendie a eu lieu au printemps, il y a même pas 3 mois. La Tour Eiffel n'est pas encore là pour l'exposition universelle la plus stylée de l'histoire. Et la loi rendant l'enseignement primaire de 6 à 13 ans gratuit est promulguée, alors que Jules Ferry est ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Aujourd'hui, on appelle ça le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Je trouve ça quand même
même un petit peu moins classe, mais chacun son temps. Et c'est pas la seule loi importante mise en place à cette époque. Déjà, moins d'un an après, ce même enseignement primaire est rendu obligatoire et laïque. Mais on peut également citer la loi Camissé sur la fondation de collèges et lycées publics de jeunes filles. Parce que ouais, peut-être qu'avant ça, les filles s'arrêtaient à la primaire, et encore, c'est quand elles pouvaient aller à l'école, mais oh les gars, on est en 1881, c'était normal à l'époque. Suite à ces deux lois, il a fallu faire face à un autre problème, les construire, ces écoles. Et qui de mieux pour s'occuper de ce projet titanesque que la Caisse des dépôts? Parce que oui, c'est elle qui a financé la construction et la mise en place de milliers d'écoles, collèges et lycées à travers le pays, en plus de gérer leurs ouvertures et leur accessibilité à tous. Perso, j'avais pas idée à quel point cette institution a eu un impact et a toujours un impact sur notre vie quotidienne. L'école est enfin laïque, c'est génial, mais le reste du pays, l'État, c'est pas encore le cas. Pour ça, on doit parler du grand Aristide Briand. Typiquement, en tout cas pour moi, le type de personnalité dont, ouais bon, j'ai déjà dû entendre parler, je sais qu'il y a un ou deux boulevards à son nom, mais de là à savoir exactement qui c'est ou ce qu'il a fait... Pas vraiment. Et c'est bien dommage, parce qu'Aristide Briand, il était brillant comme type. Il fut, entre autres, le rapporteur parlementaire, c'est-à-dire la personne désignée pour présenter un projet de loi devant la Chambre des députés. Aujourd'hui, ce serait devant l'Assemblée nationale. Et il a donc proposé la loi de séparation des églises et de l'État, le bon gros divorce. Et il l'a défendu bec et ongle, sa loi. Elle a d'abord été votée à la Chambre des députés le 3 juillet 1905, puis au Sénat 5 mois plus tard, et est finalement entrée en vigueur le 1er janvier 1906. Ça y est, l'État français n'a plus aucun lien avec une quelconque religion. Il est laïque. Mais Aristide n'a pas fait que ça. C'était un très grand pacifiste. Après la Première Guerre mondiale, il va tout faire pour éviter une nouvelle guerre. À tel point qu'il reçoit le prix Nobel de la paix en 1926, conjointement avec le ministre des Affaires étrangères allemand, Gustav Stresemann, pour les accords de Locarno, censés empêcher de nouveaux conflits entre les différents pays européens. LOL. Bon, 2 ans plus tard, il continue avec le pacte Briand-Kellogg, un traité qu'il a rédigé avec l'américain Frank Kellogg, qui stipule que les signataires n'auront pas recours à la guerre pour gérer leurs différends. MDR. Aristide ne verra pas la Seconde Guerre mondiale et ses atrocités parce qu'il est décédé en 1932 d'une crise cardiaque. Et le pauvre, c'est peut-être pas plus mal. Hein. S'il avait vu tout ça, il serait sûrement mort d'une crise cardiaque. Marie-Joseph-Henri Grouès est plus connu sous le nom de l'abbé Pierre. Il entre dans les ordres en 1931 en prenant le nom de frère Philippe. Mais comment passe-t-on de Marie-Joseph-Henri ou encore Philippe à Pierre? Eh bien, en étant résistant pendant la guerre. Il participe à pas mal d'actions et prend le nom de code, abbé Pierre. Assez stylé quand même. Après la guerre, il est député pendant 5 ans, mais nous on va surtout parler de son impact sur le logement social en France. Hiver 1954, une terrible vague de froid polaire s'abat sur la France. On parle de -13 à Paris et à Lyon, voire -20 à Saint-Étienne. Les sans-abri meurent de froid dans les rues, littéralement. L'abbé Pierre lance alors un appel à la solidarité sur Radio Luxembourg, l'ancêtre de RTL. C'est le fameux appel du 1er février 1954. Suite à ça, de nombreuses donations permettent la construction de cités d'urgence, censées être temporaires pour offrir un abri aux SDF. Mais il n'y a pas eu que cet effet-là. Le gouvernement s'est un peu secoué et s'est tourné vers la Caisse des dépôts. En charge de financer les logements sociaux depuis 1905, il a fallu trouver une solution pour aller plus vite dans les constructions. C'est alors qu'est née la Société Centrale Immobilière de la Caisse des dépôts et consignations. Et on n'y chôme pas. Allez, on construit de partout. Beaucoup de grands ensembles d'HLM s'élèvent, comme celui de Sarcelles ou celui de Créteil, mais aussi des plus petits, à taille humaine, partout en France. À la fin des années 80, on arrive à un total de 200 000 logements sociaux construits. Et aujourd'hui, c'est plus de 4 millions de logements érigés à travers la France. Rien qu'en 2020, malgré la crise sanitaire, environ 83 700 nouveaux logements sociaux ont été financés. Et plus de 500 000 logements sont aujourd'hui gérés par la filière CDC Habitat de la Caisse des dépôts. Et tout ça grâce à l'abbé Pierre qui n'a pas hésité à tirer la sonnette d'alarme concernant le problème du logement en France. Un grand tome de notre histoire. Plus méconnue que sa mère Marie, Irène Joliot-Curie n'en reste pas moins une pointure dans l'histoire de la France. Bercée depuis sa conception dans la radioactivité, évidemment qu'elle suit les pas de ses parents. Enfin, bon, bercée dans la radioactivité, pas littéralement, sinon ce serait un peu comme Obélisque et sa potion magique. Pendant la Première Guerre mondiale, elle accompagne sa mère sur les champs de bataille pour pratiquer des radiographies des blessés alors qu'elle a seulement 17 ans. En parallèle, elle devient infirmière et forme ses collègues à la radiologie. Et à côté, parce que apparemment elle sait gérer son temps, elle passe ses licences de physique
physique et de mathématiques. Tranquille. Elle arrive aussi à avoir une vie amoureuse et une vie de famille, et justement, elle et son mari Frédéric vont découvrir 2 éléments radioactifs artificiels, le phosphore 30 et l'azote 13. Ils obtiendront ensemble le prix Nobel de chimie en 1935. Ouais, et ben moi j'ai une jolie collection de cartes Yu-Gi-Oh! Toc. Bon, en 35, prix Nobel, donc en 36, on se calme un petit peu, ou pas. Irène, elle devient l'une des 3 premières femmes à siéger dans un gouvernement français. 8 ans avant même d'avoir le droit de voter, et en tant que sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique. Parce que oui, madame est évidemment à un poste rattaché à la science. Et elle est hyper active. Elle fait en sorte que les salaires et les bourses pour les chercheurs soient revus à la hausse, que le budget pour la recherche en général soit élargi, et que les étudiantes de Sèvres aient le même statut que les étudiants d'Ulm. Ouais, la mixité, l'égalité homme-femme, c'était pas encore fifou. Et tout ça, Irène l'a fait en 3 mois, parce qu'elle a refusé de rester plus longtemps à ce poste, en précisant que la politique, c'était vraiment pas son truc. D'ailleurs, le poste de sous-secrétaire d'État à la recherche scientifique disparaît en 1937. En plus de tout ça, Irène obtient le prix international de la paix du Conseil mondial de la paix en 1950, suite à son engagement contre les usages militaires de l'énergie nucléaire. La nana sauve des vies pendant la Première Guerre mondiale avec la radioactivité et se retrouve 30 ans plus tard à se battre pour qu'on n'utilise pas cette découverte pour tuer des gens. Ça devait être épuisant. Elle s'éteint finalement 6 ans plus tard suite à une leucémie aiguë. Non, les radiations, c'est vraiment pas bon pour la santé, hein. On l'a déjà dit sur cette chaîne. Pour ce dernier personnage, j'ai pas réussi à me décider. C'est complètement fou, hein, mais j'ai eu du mal dans mes recherches à trouver des femmes, et ce constat m'embête. Alors, on peut pas réécrire l'histoire, hein, c'est pas le but, c'est comme ça de toute façon, on se souvient surtout des noms des grands hommes, mais très peu de ceux des grandes femmes. Donc pour ce dernier fait, on va pas cibler quelqu'un, mais parler plutôt des méconnus avec un E et des inconnus avec un E qui ont eu leur rôle dans ce qu'est la France d'aujourd'hui. Et puisque notre partenaire du jour, la Caisse des dépôts, a été la première institution française à embaucher des femmes, je trouvais ça super cool d'essayer de lier les deux. Déjà, force est de constater que c'est difficile de faire des trucs grandioses lorsque le code civil dit que la femme doit obéissance à son mari. Merci Napoléon, hein, trop sympa. Une centaine d'années plus tard, ça y est, les femmes ont le droit de disposer de leur salaire comme bon leur semble grâce au combat de Jeanne Schmal. Mais elles peuvent pas ouvrir un compte en banque sans l'accord de leur mari, hein, faut pas déconner. Pour ça, faudra attendre 1965. Je trouve cette date tellement folle. Je veux dire, vous pouvez encore demander à vos grands-mères comment c'était avant 1965. Elles n'avaient pas le droit d'ouvrir toutes seules un compte bancaire. Pendant la Première Guerre mondiale, les hommes sont partis au front. C'est donc une petite révolution pour les femmes qui se retrouvent à devoir faire tourner le pays. La Caisse, elle, continue à embaucher toujours plus de femmes, dont Madeleine Normand par exemple, qui deviendra par la suite la toute première femme actuaire de France. Et je fais pas genre, je savais pas non plus qu'un actuaire, c'est juste un professionnel spécialiste de l'application du calcul des probabilités et de la statistique aux questions d'assurance, de prévention, de finance et de prévoyance sociale. Et du coup, je comprends mieux pourquoi je ne connaissais pas ce terme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les femmes sont absolument partout. Les petites mains des usines déjà, qu'il faut continuer à faire tourner, puis les premières qui rejoignent Londres après l'appel de De Gaulle et qui forment le corps féminin des volontaires françaises. Il y a celles qui ont rejoint des unités de l'armée, en Afrique notamment, et qui ont pris part au combat. Les milliers d'infirmières évidemment, qui s'occupent de sauver un maximum de vies. Et puis les espionnes pardi, comme Hélène Deschamps, qui n'hésitait pas à traverser les lignes ennemies pour choper des informations. Et en plus, les femmes deviennent une véritable force de la résistance intérieure française, avec tellement de noms. Bertie Albrecht, Marie-Madeleine Fourcade, Lucie Aubrac, Hélène Solomon-Langevin, Marie-Hélène Le Faucheux, Marie Politzer, et je pourrais continuer longtemps. D'ailleurs, la résistance est présente jusque dans les rangs de la Caisse des dépôts, avec Odette Auchier, Paul Florentin, Alice Kahn et beaucoup d'autres. Sinon, quelques jumps de décennies après, la toute première femme à prendre le poste de directeur général adjoint de la Caisse, c'est elle, Hélène Ploy. Elle est suivie dans la foulée par Isabelle Bouillot, qui a créé la branche direction des affaires bancaires et financières. Aujourd'hui, et je trouve ce chiffre dingue, les collaborateurs de la Caisse sont à 62% des femmes, alors que bon, on parle quand même du milieu de la finance, qui est le cliché du milieu de mec en costard-cravate. 62% c'est donc vachement encourageant, surtout qu'encore une fois, ce sont notamment ces femmes qui impactent et qui forgent le pays. Écoutez, je sais que cette vidéo change un petit peu d'habitude, surtout que ça faisait quelques temps qu'on s'était pas fait un petit truc full historique, mais voilà, quand la Caisse des dépôts m'a contacté pour me parler d'un partenariat, déjà j'ai cherché sur internet parce que on se le cache pas, je suis comme vous, je connaissais vraiment pas bien cette institution, et puis je me suis rendu compte à quel point elle avait impacté le pays dans l'ombre et dans plein de domaines différents, allant de l'école à la gestion de
l'épargne, aux habitats sociaux, aux transitions écologiques, que ouais, j'ai voulu creuser et parler un peu de tous ces gens qui ont impacté notre quotidien sans qu'on le sache. D'ailleurs, c'est un partenariat sur le long terme. J'ai déjà eu la chance de découvrir certaines de leurs actions concrètes en matière d'immobilier éthique et plusieurs autres événements sont prévus dans l'année. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à venir me suivre sur Instagram @doc7tv, j'en ferai des stories et des posts. Enfin bref, un énorme merci à eux. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, c'est très gratifiant pour l'équipe. Je veux dire, on le voit dans les stats que vous êtes nombreux à regarder les vidéos jusqu'au bout, et ouais, vraiment, merci. Allez, je fais pas plus long, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut Internet.